Bonsoir, Monsieur Pierce. Bonsoir, madame Mabès. Vous vous présentez en tant que futur gouverneur aux élections pour le parti BAT. On Je va, confirme. à cette occasion, vous poser quelques questions par rapport à votre programme qu'on a pu analyser. En tant que maire du coup, de Santos, enfin vous l'avez été, est-ce que vous avez déjà une expérience, significative dans la gestion des affaires municipales et qu'est-ce que vous pensez que cette expérience vous a apporté pour ce futur poste? J'ai eu l'occasion d'aider à la mairie nord le mandat de Jensen, en début de l'hiver et ensuite d'enchaîner, avec, la mairie du sud, en prenant la mairie de Los Santos et puis avant j'étais avec déjà, madame Torres, au sud. Le rythme est différent et ce que j'ai l'habitude de dire, c'est que la mairie de Los Santos, ressemble à un mini gouvernement. C'est-à-dire qu'il y a énormément d'affaires, c'est la zone la plus forte population, densité de population et la plus forte d'activité, avec les 2 plus gros services publics, présents. Ce qui en fait finalement une sorte de pré-expérience gouvernementale, c'est ce que je tends à dire aux personnes qui veulent se lancer là-dedans. Votre programme met l'accent sur des aspects tels que la démocratie, les institutions, la santé et la sécurité. Est-ce que vous pouvez nous détailler vos projets phares en tant que gouverneur? Alors le but, c'est de rester fidèle aux convictions de BAT, d'être, effectivement basé sur le bien-être, et comme vous pouvez le voir dans les communications qu'on fait souvent, il y a un ordre à peu près, de priorité. Dans les, mesures phares, on va dire, déjà, c'est la sécurisation du métier d'avocat, même s'il y a une sécurité dans le code judiciaire aujourd'hui, ils ne sont pas rattachés aux institutions. Pourtant, ils font partie, du tripartite, juridique. Vous avez les avocats, les juges et le bureau du procureur. Aujourd'hui, les seuls qui ne sont pas institutionnalisés, ce sont, les avocats et le barreau. Les mettre au sein du code des institutions permet déjà de leur donner un peu plus de légitimité, hem, puisque vous n'avez pas dénigré, le barreau des avocats de la même manière. À partir du moment où ils sont dedans, on le voit déjà, vous n'oseriez pas forcément le faire auprès du bureau du procureur ou du bureau du juge, ni, des grandes institutions de notre État. À partir du moment où elles sont dans ce code, elles sont un tout petit peu plus, sacrées, on va dire, et le but de les placer, de replacer le barreau permet ainsi de leur donner non pas des lettres de noblesse qu'ils n'ont pas, mais, de mettre cette trinité judiciaire au centre, de cette politique. Vous proposez des mesures telles que la création d'un programme de désescalade et de médiation entre les groupes en conflit. Est-ce que vous pourriez nous en dire plus sur l'application potentielle de ces mesures? C'est quelque chose qu'on avait déjà sur la première candidature gouvernementale. L'idée est aujourd'hui de trouver un moyen, d'ouvrir le dialogue, et de ne pas prendre, j'ai envie de dire en traître, c'est un terme que j'aime pas, mais les groupes ou, même, en général, des entités, quelles qu'elles soient. Aujourd'hui, vous n'avez pas énormément de choses pour ouvrir le dialogue. Vous avez, l'état d'urgence, on l'a vu, déjà, il y a longtemps, ça ne sert strictement à rien, ça ne fait plus d'effet. Il n'y a pas d'effet crescendo, on va dire, dans, la répression. Aujourd'hui, le dernière étape de répression, c'est une perquisition générale, et la saisie des biens ainsi que potentiellement, si on arrive vraiment au bout du chemin, la loi RICO. Il faut, une sorte d'échelle, une sorte d'escalier qui grimpe au fur et à mesure et où on soit à différentes étapes capable de dire: «Il faut baisser d'un cran, il faut lâcher la pression, il faut arrêter les conneries». On ne parle pas de désescalade, dans le cadre d'une guerre de gangs qui se passe dans un quartier. On peut le voir, tout à l'heure sur les Vagos, ça fait deux trois fois qu'il y a des fusillades dans leur quartier. Là, encore une fois, il y a pas trop, on n'a pas à s'y mêler. Là où par contre on va avoir besoin d'agir et de médiation, c'est à partir du moment où ça se déporte dans la rue et que, vous avez le LCS qui devient un champ de bataille, sur le front, que vous avez, des médecins qui sont mis dessus, que Weasel se f appréhende pour, faire passer, des messages ou, simplement, les citoyens qui se retrouvent au milieu d'un conflit qu'ils ne désirent pas. Là, il faut que ce soit le bureau du juge, les avocats ou les forces de police puissent avoir un moyen de médiation et c'est pour ça qu'un plan de désescalade et un programme de désescalade, une échelle de désescalade est importante à mettre en place, ce qui permet aussi en même temps aux entités de se rendre compte qu'à un moment donné, elles vont franchir une limite et cette limite, si elles le franchissent, auront des conséquences. On va revenir sur les avocats. Vous avez parlé de les ajouter dans le code des institutions. Est-ce que vous comptez également ajouter ou faire évoluer leurs missions, leurs droits, leurs pouvoirs? Alors ça, c'est plus le sujet de Kevin, mon colistier effectivement qui est lui-même, avocat, quand il n'était pas à la mairie.
Effectivement, les avocats ont besoin de plus d'outils. Je pense qu'il faut approfondir les outils. Vous avez le gouvernement Davis à l'heure actuelle qui a mis en place, par exemple, la comparution immédiate, qui est a priori des retours que j'en ai pour l'instant, un franc succès et il y a encore des choses à creuser là-dessus et donc du coup, ça passe aussi par, rendre les avocats, plus autonomes et en capacité. On le voit déjà que ça a un effet positif, et c'est à continuer puisque la liste des avocats ne cesse de grimper ces derniers temps, alors que, si vous vous souvenez, il y a quelques semaines encore, les avocats étaient en chute libre de leur nombre et de leur disponibilité. On a besoin que les avocats puissent avoir accès à des dossiers, à des informations pour défendre leurs clients. Ils ont besoin d'avoir un lieu pour s'entretenir, ça c'est déjà en cours. Ils ont besoin, d'être pris au sérieux, c'est ce que je disais aussi dans le cadre du code des institutions. Il faut leur donner les outils de pouvoir travailler de concert avec le juge et le bureau du procureur, d'être écoutés, entendus et d'avoir un vrai poids de parole et pas simplement un poids de consultation, mais beaucoup plus un poids dans la négociation. Aujourd'hui, ils sont aussi importants qu'un bureau du procureur et aussi importants que le juge. Pour rester sur la partie justice, dans votre programme, il n'est pas fait mention des juges. Est-ce qu'on doit en conclure que vous êtes satisfait de la mise en place actuelle? On a fait l'expérience de plusieurs tribunaux, même si les tribunaux sont beaucoup moins, faits en ce moment. On a la comparution immédiate du coup qui prend le relais maintenant, et qui pourra être développée d'autant plus avec le travail des juges. Aujourd'hui, on n'a pas souhaité aborder le sujet. Alors déjà, parce qu'on n'a pas forcément de juge au sein de Chebat pour nous faire part de son expérience. Du coup, c'est un peu compliqué. J'ai une tendance à dire que je ne fais pas, d'un front de bataille quelque chose dont je n'ai pas au minimum un peu la connaissance. La deuxième chose, c'est qu'effectivement, les juges vont avoir besoin peut-être d'un peu plus de missions, pour que entre des tribunaux ou 2 affaires, ils aient des possibilités. Ça a été évoqué entre autres avec le gouvernement Davis, pendant que j'étais en mairie, de voir ce qu'on pouvait donner, en termes de missions. Typiquement, il faut savoir qu'aujourd'hui, vous vous mariez en mairie. Par contre, vous divorcez et vous succédez à votre décès, auprès du bureau du procureur. Le bureau du procureur, pourrait, déléguer, le divorce au juge puisque dans bon nombre d'États et de pays de notre globe, le divorce passe par un juge. Pourquoi ne pas, simplement, d'un point de vue légal, donner ce pouvoir au juge? Sachant que c'est quelque chose qu'il n'y a que bah, le bureau du procureur n'est qu'un avocat de l'État, il n'a pas à procéder à un divorce, par exemple. Par contre, constater le décès et en faire la succession, ça c'est autre chose. Mais la partie divorce pourrait être donnée. Il y a plein de petites choses, peut-être plein de petites tâches qui pourraient être données effectivement au bureau du juge et il faut voir avec eux, ce dont ils ont besoin, ce qui leur manque, ou ce qu'ils ont en trop aussi, parce qu'ils ont peut-être des tâches qui ne leur sont pas, qui sont peut-être trop lourdes ou pas finalement en leur capacité, à faire. Mais oui, le bureau du juge est à travailler avec le système judiciaire. On a plusieurs points, hein, c'est pas exhaustif ce qu'on a mis, dans le programme au niveau de la réforme judiciaire et de l'avancée. Ça fait partie de travailler, au niveau des juges, mais pour l'instant ça a l'air de rouler. Faut voir ce qu'il en est réellement sur le papier quand on aura la chance de les rencontrer. Qu'est-ce qui vous insatisfait sur la législation actuelle et pourquoi amener, par exemple, les décrets? Il y a des choses, aujourd'hui, je pense que si, madame Macbeth, je vous demande, combien est payé, le chiffre des pompiers ou combien est payé, madame Jones ou monsieur Stevenson, ainsi que monsieur Kibo, renouvelé récemment, vous en serez incapable. Quand on parle de la législation en général, et des décrets, c'est en gros les décrets, si vous préférez, c'est l'équivalent de l'arrêté des mairies. Aujourd'hui, si on fait une modification au gouvernement, on fait une modification de loi, c'est lourd. Modifier une loi, ce n'est pas anodin. Publier à travers un décret, par exemple, une grille, salariale, ou que donc les états d'urgence, deviennent un décret et donc soient affichés quelque part au-delà des canaux du gouvernement où vous pouvez être retrouvé et vous pouvez avoir une liste d'informations complète, telles que, par exemple, les règlements, sur les primes, des services publics. Combien ont les primes des services publics, au SASP, au LSFS? Ce sont des choses qui n'apparaissent pas. Aujourd'hui, ce qu'on appelle le décret, techniquement, ça serait remettre les arrêtés, municipaux au niveau du gouvernement avec des choses qui sont générales et qui touchent tout l'État. Donc, on ne voulait pas le mettre le même nom, que arrêté. Vous souhaitez rendre plus transparentes les actions de l'Assemblée? Oui, aujourd'hui, en gros, les dernières assemblées, auxquelles j'ai pu assister se sont rassemblées entre autres pour les juges. Ça, vous en êtes informés au moment des recrutements puisqu'on vous donne la date de rassemblement, en général. Puisqu'on vous demande, aux candidats de se tenir à une date. Aujourd'hui, si je vous demande quand est-ce que c'est rassemblé, alors Weasel sera forcément au courant en général, mais quand est-ce que c'est rassemblé hors juge, la précédente assemblée? Quels sont les sujets abordés? Vous ne le savez pas forcément.
L'idée, c'est d'interpeller le citoyen en lui disant: «Aujourd'hui, dans 3-4 jours, dans 72 heures par exemple, l'assemblée va se rassembler pour aborder des sujets suivants». On met une petite liste de sujets où on met, non exhaustive encore, 2-3 sujets, puisqu'il faut savoir que quand l'assemblée se rassemble, on aborde de sujets divers et variés en discutant, librement. Eh bien, ça permet aux citoyens de pouvoir, faire remonter, par exemple, à sa commission ou à son représentant, qui voudrait poser potentiellement une question. Ça permet, aux mairies, ou aux adjoints, aux avocats, aux micro-entrepreneurs qui n'ont pas forcément, de place dans la commission, d'être au courant des traitements de sujets et de ce sur quoi l'assemblée, heu, débat. Ça peut être aussi une réforme citoyenne, un référendum citoyen, ça, si vous voulez, on abordera le sujet. C'est une idée qui nous est revenue aux oreilles et qui pourrait être mise en application aussi, et donc savoir que les sujets sont traités, que les questions, citoyennes sont traitées auprès de l'assemblée et pas simplement que l'assemblée s'est rassemblée, à telle date, quand vous êtes au courant, et vous permettre de donner un intérêt, en tout cas un regard sur l'assemblée, et ça évitera, bien des fois d'entendre que, soit l'assemblée est toute puissante, soit l'assemblée ne fait rien. Je vous laisserai, voir, mais dans la rue, souvent, on entend des choses sur l'assemblée qui sont relativement fausses, et lui d'offrir cette transparence et offrir cette transparence aux citoyens permettra peut-être de redonner à l'assemblée, hem, un peu aux citoyens en tout cas, un peu plus de confiance envers l'assemblée. Vous parlez d'effectuer un audit financier. Est-ce que c'est parce que vous estimez que le gouvernement, semble fragile financièrement, comme les mairies? Le bilan financier, du gouvernement tient principalement sur les amendes, et sur l'ISF. Aujourd'hui, on sait à peu près combien on touche d'ISF par mois, c'est plus ou moins variable, mais c'est assez fixe. Les amendes sont hyper variables. Ça va dépendre des opérations de police, ça va dépendre du bureau du procureur, du juge, des, mmh, des affaires. Prenons un exemple. Aujourd'hui, si on regarde, vous avez un -8 plus 8 000 000 sur, une amende, puisque vous aviez une amende qui a été, payé en avance, remboursé puisque la justice, a donné, une autre valeur à cette amende, et l'amende a été payée. Donc ça fausse un peu les comptes, c'est compliqué de s'en rendre compte. Un audit, ça va permettre de se rendre compte, comme je vous le disais tout à l'heure, des salaires. Des fois, quand vous regardez les résumés, des dépenses, vous voyez que le bureau du procureur, le bureau du juge n'ont pas besoin de budget. Ça ne veut pas dire que le bureau du procureur, le bureau du juge ne travaillent pas, mais peut-être qu'on leur donne trop à un moment donné et que du coup, ils ont besoin sur plusieurs semaines. Néanmoins, le message que vous faites passer aux citoyens, c'est: «Ils n'ont pas besoin de budget». Ah, ils travaillent pas. C'est faux, ils travaillent tous les soirs, tous les week-ends, vous les voyez partout. Faire un audit, c'est aussi se rendre compte des dépenses, des postes de dépenses, des dépenses importantes ou moins importantes. Aujourd'hui, effectivement, financièrement, l'État peut se le permettre. Il a, quelques trentaines de millions, je crois, puisqu'on a eu la perception, mensuelle, fédérale dessus. Mais c'est pas pour autant que, on s'en sort, toutes les semaines ou tous les mois avec, énormément, de choses. Aujourd'hui, pour information, du coup, en semaine 7, vous avez 10 millions de perception. Si on enlevait ces 10 millions, il y aurait 5 millions contre 3 millions, vous aviez quand même un déficit de 2 millions de la part du gouvernement au-delà de, ce truc. Vous ne pouvez pas avoir, des comptes en yo-yo. On a tenté de lisser les choses et on est en continuité de lissage sur les mairies, sur les mairies nord et sud. Il faut en faire de même au gouvernement et regarder un peu les postes de dépenses, comment ça se passe, comment les lisser dans le temps, plutôt que de faire des dépenses sur l'ensemble, c'est peut-être plus ou moins positif, mais de les faire, par pic, en fait, parce que vous savez pas de quoi demain est fait. Alors, concernant votre projet de transparence et de communication, comment est-ce que vous envisagez de maintenir un dialogue ouvert avec les citoyens de San Andreas en tant que gouverneur? Et on ajouterait aussi, est-ce que cela passera par la presse? Vous dire que ça passera pas par la presse, ça serait vous mentir. Je suis un enfant du weasel, comme qui dirait, et la presse est un organe, important. D'ailleurs, ça fait partie, de mon programme. Donner de la transparence et de l'information, c'est donner les moyens à la presse de récupérer de l'information et de les publier. Donc du coup, c'est de continuer de communiquer avec eux. C'est aussi de faire, 2 choses. On a parlé, de tout à l'heure, je vous ai glissé les fameuses idées de référendum citoyenne. C'est un projet auquel on a discuté après, le programme, et on s'est dit: «Tiens, c'est pas con». L'idée, en gros, ça serait que et après il faut regarder les formes, mais en gros que les citoyens puissent procéder, à une demande de référendum. Le référendum serait, sous condition. On amène, vous votez en borne, l'avis tombe avec un pourcentage par rapport à la réponse, oui, non, machin. Bah, on est obligé d'en dialoguer, on est obligé de recevoir les citoyens à ce sujet pour en dialoguer et le prendre en charge. Vous pouvez plus, à partir du moment où ça a été voté ou en tout cas ça a été mis,
dans le débat public, le glisser sous le tapis, ça finirait par se voir. Au-delà de ça, effectivement, les médias ont besoin d'avoir de l'information, quel qu'il soit, que ce soit des médias indépendants ou des médias, le weasel. Vous avez aussi, les citoyens qui sont les bienvenus au gouvernement. Il faut remettre le citoyen dans la capacité de venir au gouvernement et de nous interroger. Alors ça peut passer par plein de formes, ça peut passer déjà ne serait-ce que lorsque vous souhaitez, créer une micro-entreprise, ou une association, de vous déplacer au gouvernement plutôt que de remplir un formulaire. Un formulaire, c'est bien, mais c'est aseptisé et c'est pas hyper humain. Venir présenter votre projet, en parler avec passion auprès du gouvernement est déjà quelque chose et puis nous, ça nous permet de creuser, de discuter, de vous rencontrer et d'échanger. Ça permet de remettre le citoyen au milieu. Ça permet, lors de conférences de presse, d'avoir les presses qui sont présentes, je parle bien des presses puisqu'elles seraient toutes conviées, et puis d'avoir, les citoyens qui peuvent prendre la parole à la façon d'un conseil municipal. Il y a des fois où ça fera peut-être fermé, mais il est important d'avoir des points presse ouverts où les citoyens peuvent poser des questions. Ça peut être des questions qui sont pièges, on ne les connaîtra pas à l'avance, des polémiques, des ouvertures de débat, mais au moins les questions auront le mérite d'être posées et pas de se terrer dans un coin, d'être dit, sur un coin de trottoir et de prendre des formes, empiriques qui n'ont pas raison d'être, alors qu'il suffirait simplement de les poser au gouvernement et une fois que c'est passé, posé face caméra, difficile de s'y défiler et de dire que je l'ai pas entendu. Au Weasel News, on s'intéresse particulièrement au fait que vous souhaitiez créer un canal presse. On aimerait, en savoir davantage sur ce projet. Est-ce que le but, c'est d'ajouter un nouveau canal ou d'avoir un canal partagé avec le Weasel? Alors, le Weasel est l'organe de presse. J'allais dire étatique. Il appartient pas à l'État, mais il est l'organe de presse reconnu de Sant'Andreas. Il est toute légitimité d'avoir son propre canal et d'avoir sa propre diffusion. Aujourd'hui, nous, et madame Higuera, derrière la caméra, a été, rédactrice en chef et patronne de l'Indépendant. On a connu le Salt à une époque. On a eu Lime, plus récemment, qui a fermé aussi, courant septembre. Ce sont des organes de presse sur lesquels il faut aller par rebond de site à site, à site à site, et pour aller chercher les articles. Aujourd'hui, la presse indépendante est une presse qui est non pas muette, mais qui est étouffée dans l'œuf parce qu'elle a du mal à communiquer, à faire passer le message. Si vous êtes une micro-entreprise, d'autant plus, vous n'avez pas la possibilité d'avoir vos adhérents sur les canaux. Donc du coup, vous ne pouvez pas faire comme, ce fut le cas, d'avoir des adhérents qui viennent, qui rejoignent les canaux et qui puissent être au courant de vos articles. Ils doivent aller sur votre site naturellement. Si on rajoute un canal, vous avez la possibilité de les consulter. Et du coup, vous avez la possibilité, de la même manière que le Weasel News, de lire les articles. Il y aura des conditions pour pouvoir si on arrive à le mettre en place, des conditions pour y avoir accès, et principalement celle serait de ne pas avoir de charte graphique qui s'approche du Weasel et donc d'avoir une distinction claire et lisible de l'ensemble des organes qui souhaitent publier les uns des autres de manière à ne pas avoir de confusion. Et ça évite quelque chose aussi, ça évite de se dire bah, pourquoi pas faire en sorte que Weasel puisse publier les articles des autres, puisque j'en ai discuté avec monsieur Néo et c'était une idée. Juridiquement parlant, par contre, à partir du moment où vous êtes publicateur, même si vous avez les protections de la presse, on n'est jamais à l'abri que vous en soyez jugé un peu responsable en fonction de ce qui est publié. Et puis ça peut induire aussi le lecteur en erreur. Est-ce que, d'avoir le doute, est-ce que c'est Weasel? Est-ce que c'est quelqu'un d'autre qui a publié? Alors que si on fait bien 2 canaux distincts, nous avons un organe de presse, j'ai envie de dire entre guillemets «reconnu» et ancien, qui est là, qui siège, sur tout l'État et que tout le monde connaît, le Weasel News et puis, la possibilité d'avoir, un indépendant, un Salt Paper, un Lime, et que sais-je, qui soit présent et qui puisse, diffuser leurs articles de presse sans avoir à se demander la question: «Est-ce que je suis lu ou pas?» et donc de ne pas perdre la presse indépendante en cours de route, par manque de lecteurs ou manque d'implication. Vous parlez également d'une réflexion autour de la, psychologie libérale. Pourquoi, rendre cela, privé plutôt que de la laisser dans le domaine public? Nous avons eu il y a peu un échange, il y a déjà quelque temps même, je dis il y a peu, non c'est faux, il y a eu quelque temps, nous avions un échange avec, le directeur Hitch maintenant, qui est parti, au sujet, de la profession de psychologie libérale. Aujourd'hui, si vous souhaitez voir un psychologue en fonction de ce qui se passe en ville, c'est compliqué. Prendre un rendez-vous et pouvoir l'honorer est compliqué.
Nous avons des citoyens, heu et nous avons eu des citoyens qui étaient intéressés par la possibilité d'exercer hors du contexte hospitalier dans cette profession de psychologie. On ne parle pas de psychiatrie, on ne parle pas de psychothérapie, on parle de psychologie. Il est important de regarder, d'y réfléchir, à y mettre un cadre. Certains membres de l'hôpital ne sont pas fermés à l'idée et certains membres, ont des demandes de sécurité vis-à-vis de cela. Ça passe par la sécurité du dossier médical, ça passe par le fait que les médecins, et les psychologues hospitaliers aient accès au dossier médical du patient, par exemple, ou tout simplement, qu'il y ait une certification, pour éviter, on va dire le charlatanisme psychologique, que vous pourriez avoir en se prétendant, simple psychologue. Il faut trouver un cadre. Mais ça vous permettrait d'avoir un suivi. Il y a aussi, des sécurités à mettre. Typiquement, un psychologue libéral, ne devrait pas être en capacité de diffuser, et de donner une validation PPA, puisque, ça relève d'un peu plus de confidentialité, de confiance par rapport à l'attribution. Ainsi que potentiellement, la prise en charge, des personnes souffrant, de traumatismes liés à une prise d'otage, une fusillade où ils ont été témoins. Là, la primo-consultation doit être encore faite par le milieu hospitalier et il faut que l'hôpital puisse avoir la main sur ces psychologues de manière à, non pas, en ayant la main mise, mais, avoir la possibilité de contrôler les dossiers en cas de disparition d'un psychologue ou autre, d'avoir cette main à, d'avoir la consultation des dossiers pour ne pas avoir d'erreur dessus et pour pouvoir prendre la main, en cas de nécessité. Aujourd'hui, ce n'était pas forcément le cas dans les discussions et les échanges précédents faits dans le précédent gouvernement. Tout était verrouillé avec le secret médical et cetera. Néanmoins, l'organe hospitalier est l'organe principal de les organes hospitaliers sont les organes principaux et il sont importants de leur laisser la main sur l'outil médical, quoi qu'il arrive. Et ça se ferait à l'extérieur de l'hôpital, pas dans l'hôpital. D'accord, merci. Et pour finir, vous parlez de syndicat interprofessionnel. Quelle est votre définition de ce terme et qu'est-ce que cela apporterait en plus au modèle actuel? Ouh là, on a combien de temps devant nous? Aujourd'hui, alors aujourd'hui, comment ça fonctionne? Vous avez une commission des employés qui a 2 représentants employés qui sont les représentants de, je sais plus 17 ou 18, membres d'entreprise qui ont elles-mêmes leurs délégués qui sont les représentants d'une entreprise de chacun des entreprises. Et puis derrière, en parallèle, vous avez les syndicats. Les syndicats sont nécessaires pour faire la grève, par exemple un préavis de grève ou pour défendre en fonction de ce que vous souhaitez faire. Alors il y a 2 choses. Déjà, quelles que soient nos valeurs, nos visions, notre compréhension, le mot syndicat est plus ou moins péjoratif. Que vous soyez, australien, irlandaise, française, belge, suisse, américain, sud-africain, votre perception du syndicalisme n'est pas la même et nous avons tous une compréhension de ce terme. Peut-être que déjà, on pourrait trouver un autre nom tel que union, tel que l'on a aux États-Unis. Union et guilde sont les 2 termes utilisés, pour représenter, un ensemble de personnes, qui font le nécessaire pour défendre les employés d'une entreprise, d'une structure ou d'une branche, professionnelle. Le syndicalisme n'est pas plus utilisé que ça, c'est surtout de la prévention à l'heure actuelle. On a des organes, syndicaux qui se montent en prévention ou qui se montent en défiance pour montrer: «Ha ha, on s'organise, t'attends. C'est pas la pour moi, excusez-moi du terme, mais c'est pas le meilleur moyen de présenter une défense des employés. Donc il y a pour moi, il y a un truc à faire, il y a un travail. C'est quelque chose qui est plutôt ancien et qui n'a jamais été réellement touché ou rénové. Je pense qu'il y a une rénovation à faire pour apporter. Pourquoi interprofessionnel? Aujourd'hui, nous avons des partis politiques qui parlent pour tout le monde. Nous pourrions avoir non pas un syndicat par entreprise et qui a un poids somme toute, différent en fonction du nombre de personnes qui s'y impliquent et du nombre de personnes qui souhaitent s'y impliquer. Mais pourquoi pas avoir des unions qui sont des unions avec, des valeurs aussi qui pourraient, représenter les employés et travailler dessus. C'est un travail, une réflexion à avoir là-dessus parce que je pense qu'on a quelque chose à faire. Aujourd'hui, la commission employée est peut-être, à mes yeux, la partie de l'assemblée qui est peut-être la plus sous-estimée, hein, par les citoyens et les employés et auquel on fait le moins appel, alors que finalement, elle représente presque plus de la moitié des citoyens de cette île, donc elle a quand même une énorme voix. Ça serait bien qu'on lui permette de s'exprimer un peu plus. Merci beaucoup, monsieur Pierce, de nous avoir accordé, ce temps pour parler de votre programme.
Mais de rien, merci de nous avoir accueillis, un peu tardivement, je le conçois, mais vous êtes au rendez-vous, c'est nickel. Et on souhaitait également, rappeler que samedi, 24 février aura lieu à 21 heures un débat où les 3 partis seront présents avec tous les candidats. On encourage tous les citoyens à être présents.